Donc à mon tour de remercier ce cher Pierre-Alexis qui a si vite proposé un nouveau lieu pour cette lecture. Et merci à vous tous d'être venus. Le petit exercice veut que je représente pour ceux qui n'étaient pas là aux précédentes lectures, d'une part l'objet qu'est le livre, et puis ça très vite, et aussi le plus rapidement possible les épisodes précédents. Pour ce qui concerne l'objet qu'est le livre, cet objet qui a une vingtaine d'années, qui correspond à une vingtaine d'années de ma vie, qui viennent de se terminer, que je viens de finir, et que je retravaille avec Thierry. Cet objet tient à quelques mots-clés qui veulent, à partir de leur fécondité propre et de leur puissance propre d'évocation, tout saisir, ou sinon tout saisir une certaine histoire dont nous avons tous le sentiment qu'elle est en train de se boucler. Et les mots-clés en question, c'est la tourbe et le bâton. Le bâton, c'est l'objet de plus, et c'est comme ça que le prologue du livre l'introduit. L'objet de plus, comme s'il y avait, dans cet énorme ensemble que constitue la culture, quelque chose qui venait aussi bien fasciner, terrifier, déranger profondément, et être littéralement inassimilable. Et je vous demande évidemment de peser la portée de cet adjectif. Inassimilable, objet de plus. Objet irrémédiablement de plus, quoi qu'en disent tous ceux qui voudraient que le monde soit clos sur lui-même. Quant à la tourbe, elle est peut-être justement ce qu'il y aurait de plus inverse à cet objet de plus. Elle est un mot qui s'est révélé, si j'ose dire, à son auteur, pour déjà dans l'ambiguïté qui le constitue, ce mot, puisque tourbe, ça désigne aussi bien une qualité de sol et de milieu végétal, puisque la tourbière, c'est un milieu humide dans lequel des végétaux s'accumulent les uns sur les autres et se nourrissent des couches inférieures, que le mot latin turba qui signifie la foule. Et je raconte le déclic poétique, parce que ce livre qui est peut-être un énorme roman de 1500 pages est né chez une personne qui pratiquait fondamentalement la poésie et qui a voulu aussi faire de ce livre un poème. Le déclic poétique, c'est de tenir que ces deux sens se conjoignent et que la tourbe offre le modèle de la culture. Autrement dit, ce que raconte la tourbe, c'est que la mauvaise nouvelle dont ce livre tire son envol, c'est que nous n'avons pas habité la Terre. C'est que nous n'avons pas habité la Terre, nous avons habité la tourbe. Nous avons habité la culture, nous avons habité une culture qui se nourrit d'elle-même, qui s'auto-dévore, qui est autophagique, et nous avons habité un monde dans lequel ce qui était, si je puis dire, de l'ordre du bâton, de l'ordre de ce dépassement, a toujours été furieusement récupéré par une culture qui est en même temps un piège. Et dans mon récit, cette histoire se raconte par une décision peut-être arbitraire de ma part entre deux moments de l'histoire, puisque tout le tome 1 que je suis en train de dérouler ici dans ces lectures se met en balance et donc fait alterner dans les chapitres quelques journées autour de l'an 1000 et quelques journées autour du 7 mai, 8 mai, 9 mai 1945. Et j'en viens maintenant au résumé des épisodes précédents. J'ai commencé par raconter qu'il y avait donc en 1945, dans le château d'un marquis écossais, qui est un grand compositeur, dont je ne vous cacherai pas qu'il est une
plantation en Écosse de Sibelius qui a hanté les pages de ce livre. Dans ce château est donc le compositeur en question et son butler qui s'appelle Mulligan. Et le butler en question est un homme extraordinaire, un homme si extraordinaire que, d'une certaine manière, il n'est pas mortel. Donc qu'il soit un immortel, mais que quelque chose de lui, quand son corps le quittera, ne soit absolument pas effaçable, si bien que le même Mulligan, dans un autre corps et dans une autre vie, dans une autre histoire, renaîtra. Et ce butler, donc, on n'a pas toujours un butler comme ça, un butler immortel. Ce butler a demandé à Lord Bute d'organiser un dîner et a tramé une espèce de petit complot pour que absolument 2 hôtes viennent. Et vous allez en entendre un peu plus ici, mais je vous l'annonce rapidement. De la même façon que Sibelius avait brûlé sa 8e symphonie, qu'il avait écrite, eh bien, Ian Stuart Bute va brûler sa 8e symphonie, mais après l'avoir fait entendre au public qui a été convoqué chez lui. Et qui est ce public ? Ce sont les 2 personnages de Churchill et de Tolkien. Pourquoi ces 2 personnages ? Parce que ces 3 tarés, le compositeur de génie, donc taré, le politicien de génie, donc taré, et l'écrivain Don d'Oxford, réinventeur de la mythologie germanique pour la sauver in extremis des mains des nazis, Monsieur Tolkien, à nouveau donc taré, ont la possibilité justement dans leur extrême marginalité d'être instruits de cette vérité effroyable de la tourbe. Quand est-ce que cette vérité effroyable de la tourbe s'est constituée ? Elle s'est constituée autour de l'an 1000, dans une famille à la fois bénie et maudite. La famille est celle d'un personnage qui s'appelle Har von den Rose. Har en hébreu ça veut dire montagne, mais c'est aussi d'ailleurs, midrashiquement, un surnom d'Abraham. Et ses 2 fils s'appellent Elias et Hermann. Hermann, c'est un nom cher aux amateurs de pangermanisme, puisque ça a été le premier général romain à résister le premier général allemand, le premier barbare à résister à Rome. Et Hermann est l'un des 2 fils de Har, l'autre étant Elias. Je ne vous cache pas que Hermann et Elias sont un peu à ma façon de copier-coller de Sibelius sur Ian Bute, un copier-coller plus audacieux de Jacob et Ésaü sur ces 2 personnages. Et sur Jacob et Ésaü, le Midrash dit ceci, sur le verset qui dit que ce sont 2 orgueilleux qui s'enorgueillissent l'un et l'autre, le Midrash de dire l'un s'enorgueillit de son monde, l'autre s'enorgueillit de son empire. Et précisément, Elias est un personnage de haut esprit, de haute intelligence, et il serait, dans la mesure où ce personnage existe, un talmudiste idéal. Et Hermann, lui, est un politique idéal. Et que va-t-il se passer entre eux ? Il va se passer qu'Elias, un jour d'angoisse, va constater que le monde qui l'entoure est en train de bouger, un peu comme nous le sentons tous aujourd'hui, parce que peut-être à l'autre bout de la chaîne, que le monde est en train de se transformer et que cette transformation va justement produire l'advenue de cette tourbière. Et dans cette tourbière, il voit les hommes enchaînés, otages d'eux-mêmes et de l'ensemble qu'ils constituent. Et Elias sait ou pense qu'il a qu'il aura la force, le moyen de délivrer les hommes de ce piège fatal. Et pour cause, il reçoit le bâton, l'objet de plus. Le bâton qui avait circulé, d'après le Midrash jusque-là, des mains d'Adam à celle de Moïse, et sur lequel bâton étaient écrites des lettres qui, d'une certaine manière, à elles seules, orchestraient tout l'événement d'une révélation prophétique.
Et Élias donc reçoit ce bâton. Autrement dit, le moment est arrivé pour la délivrance. Et il est mort parce que son frère lui a tiré une flèche. Mort, il ne l'est pas vraiment, parce qu'un homme tel qu'Élias, un peu à la façon dont Ligan, et en fait beaucoup plus encore, ne peut pas mourir. Raison pour laquelle Élias sera reçu par la terre, parce qu'on ne peut pas laisser mourir ceux qui ne meurent pas. Je pense que je vous ai plus ou moins résumé la chose. Hello. Ça va. Je pense que je vous ai résumé la chose et j'en viens alors à vous présenter seulement les chapitres que je vais vous lire. Donc il y en a un minuscule et donc 2 chapitres ensuite. On est donc dans ce dîner à Mount Stewart en 1945. Quant à l'an 1000, on est aussi à un dîner qui se prépare. Donc il y a 2 dîners qui vont... tout ça est très mondain. Il y a 2 dîners qui se préparent. Le dîner avec le bulldog qui a sauvé l'Angleterre, le professeur d'Oxford qui bougonne et qui le déteste, et le grand compositeur. Et de l'autre côté, vous avez un dîner où Har von den Rose, qui ne s'appelle pas encore comme ça, et qui est un humble juif, mais pas n'importe lequel, un Abraham à sa façon, eh bien, Har von den Rose va recevoir une visite absolument stupéfiante, celle du pape, Gerbert d'Aurillac, Sylvestre II. Je pense que l'historien ici présent aurait aurait renommé comme il convenait, et de l'empereur, du jeune Othon III, donc le dernier de la dynastie des Ottoniens, qui voulait reconstituer ou constituer un Saint-Empire. Il y en a eu d'autres tentatives avant et après. Mais en fait, ce Saint-Empire, il va être trusté dans mon histoire par Hermann. Voilà. Donc, Norden, côte allemande de la Frise. Je dois le nom à Madame Anus ici présente. 11 novembre 999. Ça se situe avant le meurtre d'Élias par son frère Hermann. Har, le père d'Élias, guettait à travers sa fenêtre de verre pendant que ses 2 fils étudiaient et que sa femme, Martha, apprêtait sur la broche l'oie du déjeuner. Bientôt, l'odeur s'en répandrait dans la maison et les gros navets, dans leur plat de grès disposés au-dessous de la bête, blondiraient de son jus délicieux. Quel festin, pensa Élias, distrait de son labeur dans lequel Hermann, acharné, bataillait encore. Leur père était moins jovial que de coutume, il était soucieux. Sa fenêtre de verre, acquise très récemment, ne parvenait plus à le réjouir, alors que sa livraison depuis le lointain Orient avait été pour lui une coûteuse fête. Voir vers le dehors, par tout temps, séparé et pourtant attentif, l'esprit profond de Har avait trouvé là de quoi méditer. Ce jour-là, regarder l'inquiétait. Les villageois s'activaient. Les pêcheurs demandaient à la Vierge, substitut récent de Freya, une bonne pêche et surtout sa protection contre les perfidies de la mer. Les cultivateurs retournaient le sol en espérant la pluie. Une vieille folle qu'on appelait la sorcière interrogeait du regard le corbeau qu'elle gardait dans une cage en mouillant un peu le bois dans sa cheminée afin qu'il dégageât plus de fumée. Elle pleurait dans le fond de son âme un amour impossible, secret qui lui vaudrait bientôt d'être troué d'une herse, un jour de violente tempête, par des hommes terrifiés. Excusez-moi. Rien de cela ne le surprenait. Il n'avait pas besoin de le voir, il le savait. Sa fenêtre ne lui montrait que la mer grise et plate. Un bateau, au loin, ils arrivaient. Ainsi, il allait revoir le Gerbert qu'il avait rencontré chez les musulmans à l'université de Fès. Cette intelligence insatiable, sa passion pour les formes, les figures, les sons, les nombres, sa joie devant Aristote, que les Arabes lui offraient, son silence devant la musique où quelque chose se révèle. Ce petit moine français à la langue étrangement douce que Har avait apprise si vite. D'autres amis de Har qui parlaient cette langue jugeaient, comme lui, qu'elle aurait un singulier destin parmi les idiomes des Germains. Gerbert lui avait écrit un jour qu'il avait sculpté dans la tourbe une tête d'homme et qu'elle faisait tant d'effets autour de lui qu'il l'avait enfermé dans une gaine de cuivre.
Gerbert l'appelait « mon maître Har » ou encore « mon maître secret » depuis qu'il avait ferraillé avec lui dans les matières de la pensée. Il était devenu le pape sous le nom de Sylvestre II. Il accostait en compagnie du jeune, beau et fragile Othon III, empereur d'une lignée saxonne, mais héritier de Charlemagne et de Rome avant lui. L'un et l'autre voulaient bâtir l'empire de Dieu sur la terre, dans les traces des rois francs. Alors, ils venaient à Har pour des conseils, des éclairs de génie et des secrets. Note, jamais, lecteur, vous ne comprendrez Sir Winston Churchill, Lord Ian Stuart Bute et le troisième larron, si vous ne comprenez pas ce qui s'est préparé pour eux 1000 ans plus tôt, dans la maison de Har, le père d'Elias et d'Hermann. Puis autre chose de plus étonnant encore, sans le Don d'Oxford, le premier ministre fou et le compositeur mythique, vous ne comprendrez rien non plus à Gerbert d'Aurillac, à Hermann et à Elias. En fait, réjouissez-vous, le monde est ainsi ordonné qu'on a toujours quelque chose à y faire. Qui sait, même ce pauvre Louis XVI, même Attila, même un Proust peuvent gagner à ces visites que nous leur faisons depuis leur futur, pourvu que nous n'y servions pas l'histoire. Car c'est d'Hermann que nous nous servons alors. Le temps remonte et redescend. Et c'est dans l'une de ces oscillations que notre petite existence gagne son instant de feu où elle prend place dans le vaste tableau. Patience, laissez-moi faire. 6. L'intendant de Gondor, Mount Stuart, 7 mai 1945, 18h15. Les deux hommes, il s'agit de Lord Ian Stuart Bute et de Tolkien, étaient assis face à face dans deux canapés molletonnés recouverts d'un tissu fleuri. Autour d'eux, l'énorme drawing room de Mount Stuart, avec ses gothiques entrelacs de marbre aux courbes étrangement brisées. Au plafond, un décor d'héraldique qui bégayait toute la noblesse d'Écosse. Des tableaux gigantesques et superflus, et une cheminée monumentale où les deux hommes, bientôt trois, les plus improbables de l'Empire, se regardaient, gênés, car rien, sinon un éclat de lapis, n'aurait jamais pu les réunir. « I wander lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw crowd a host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze », déclama furieusement Sir Winston. Sir Ian éclata de rire. « Alors c'est vous, dit-il en ouvrant les bras. »« Il paraît, répondit l'autre entre ses dents, feignant de s'engouffrer dédaigneusement dans la chaleur humaine. Je vous croyais dans la tourelle d'un tank. Je suis venu à la bataille sans armes, il faut croire que je tourne mal. » Mulligan ne put s'empêcher de rire. L'autre convive avait un air renfrogné. Il détestait Wordsworth. « Je dois introduire, Prime Minister, notre camarade de jeu. Je vous préviens, il n'a pas été votre plus fervent soutien, mais il détestait encore plus les nazis. »« Soyez-en remerciés, répondit Churchill. Très timide, le petit homme bardé de tweeds se leva et se confondit en confuses salutations. « Tempo allegrissimo », remarqua Mulligan. Exactement, conclut Sir Ian, qui le dominait de sa hauteur, de son large costume croisé anthracite et de sa tête chauve, où un visage de granit revenait des âges oubliés, quoique ses yeux bleus exprimassent à la perfection l'idéal glacé de la civilisation britannique. J'ai l'honneur de vous présenter le plus important de nos hommes à plumes, bien que lui-même l'ignore, et qu'on ne se prépare pas à le mesurer avant un siècle, John Reginald Reuel Tolkien. « Je sais, moi, embria vivement Tolkien, qui tenta un bon sourire. J'ai lu vos notes. J'ai lu votre Seigneur des Anneaux. Votre livre 4 m'a terrifié. Je me suis arrêté au moment où Frodo est suspendu dans la toile de Shelob. Shelob, quel merveilleux et gluant nom. »« Quoi ? Comment avez-vous pu... Vous l'aurez bientôt fini ?» interrompit Churchill. « Mais, dit Tolkien en haussant la voix, Churchill fit une œillade à Sir Ian. Il n'est pas possible que vous ayez lu. Le livre est à l'état de manuscrit et que croyez-vous apprendre ?» Tolkien, coupé dans son élan, dévisagea son interlocuteur. Ainsi donc, le Bouddha qui avait combattu Hitler était en face de lui. Il avait maudit cette guerre, il avait raillé dans ses lettres la passion que le Premier ministre cultivait pour la mécanique, qui avait entraîné son fils Christopher dans la RAF, l'arrachant à l'étude de Beowulf. Il avait haï plus que tout en parfait et stupide hobbit cette guerre inévitable, prétendant qu'il fallait cultiver les fleurs, boire de la bière et rêver du Mordor. Churchill était là, chair et os, en train de le regarder, sans le moindre mépris pour le petit professeur qu'il était. Mais « The Lord of the
Non, comment savait-il? Comment pouvait-il? Mulligan était sorti un instant pour cacher sa satisfaction. Il revint pour la tirade qu'il ne regretta pas. Avec mes espions, j'ai pu regarder dans la chaussette de Herr Hitler, alors qu'il piétinait le monde depuis Garmisch-Partenkirchen. Vous ne croyez pas que je peux lire dans vos livres, quand vous enseignez le moyen anglais à Merton College, tandis que votre épouse Edith fait les courses? Mais pas de mais, je vous prie. Les Bilbo savent bien que les elfes et les seigneurs ténébreux en savent plus long qu'eux. Depuis quand lisez-vous mon... Depuis que vous avez commencé, en 1939. Il faut dire que j'avais intercepté votre courrier à cet éditeur allemand. Je ne sais plus comment il s'appelait, qui voulait faire traduire votre Hobbit. Un livre raté, si je puis me permettre. Vous avez raison, mais en revanche, quelle merveilleuse réponse. J'ai été votre ami depuis ce jour. C'est à cause de cette lettre que vous m'avez espionné? Non, je ne vous ai pas espionné. C'est à cause de notre hôte, mon cher. C'est lui qui m'a instillé le virus. Vous ne l'avez pas dit, Sir Ian? Demanda Churchill en se tournant vers Lord Bute. Nous n'avons pas échangé 3 mots depuis 2 heures, si j'accepte l'énumération des richesses de son potager et sa comparaison avantageuse avec le mien. Oui bien, vous ne nous avez pas servi grand-chose ces dernières années, tenta Tolkien en se tournant vers le maître de l'Angleterre par provocation pour reprendre la main. Quoi? Le sang, la sueur et les larmes n'ont pas nourri votre faim spirituelle? Répondit Churchill goguenard. Vous oubliez le labeur, Prime Minister. Chez moi, il s'est réduit à bêcher. Speyside Malt, trancha Mulligan d'un air rogue. Il a des nuances d'abricot et de coucher de soleil sur la mer Égée. Leur caquet rabattu, les 3 hommes se renfoncèrent dans leur fauteuil et le whisky tint ses promesses. Ensuite, devant un Tolkien éberlué, Sir Ian raconta son aventure extraordinaire. Il s'était rendu à Oxford pour des recherches sur Gibbons et Tallis. Un soir, il était allé dans un pub dont il avait oublié le nom. Là, il s'était amusé de voir dans un coin les mines compassées de scholars si typiques qu'il s'était discrètement déplacé pour les épier. Une petite table dans l'ombre était juste derrière leur double banquette. Il avait pris une ale et s'était calé dans sa chaise. Pendant 2 heures, il avait écouté la lecture par Tolkien de son Seigneur des Anneaux. C'était un des premiers morceaux tragiques du livre. Il avait eu de la chance. Car le livre ne donnait pas en tous ses morceaux cette impression d'un monde qui, d'un instant à l'autre, risque l'effondrement dans la nuit et la mort. Rien n'était plus précieux. Plus tard, un jour que Churchill lui avait envoyé une boîte de cigares pour son anniversaire, il était allé à la poste de Rotherhithe et, sous prétexte de le remercier, lui avait fait téléphoner à Downing Street. Aussitôt, le Premier ministre avait accepté la communication et Bute lui avait raconté sa séance d'écoute. D'un premier méfait accompli fortuitement, il fallait faire un larcin régulier. Telles furent les instructions de Churchill. Dès lors, chaque semaine, Dickens avait eu un concurrent involontaire. Tolkien s'était vu soutirer à son insu le feuilleton du Seigneur des Anneaux, alors qu'il rêvait, sans trop se l'avouer, le pauvre vieil homme, de l'envoyer comme un pavé concurrent de la Bible, fracasser de ses 1000 pages à venir les murailles de Château-Gaillard. Je note, en bas de page, Château-Gaillard, symbole de la puissance normande, comptait au nombre des émétiques du professeur Tolkien. « Et vous ne nous offrez pas un Irish stew » demanda Tolkien à Mulligan. Ainsi pensa vivement Mulligan, il me prend pour un Irlandais, aveuglement xénophobe d'anglais. Le professeur était un peu gêné dans l'habit noir qu'on venait de lui fournir. Churchill, lui, avait emporté le sien. « Non, monsieur, c'est un chevreuil grand veneur. »« Mon Dieu !» dit Tolkien. « Ah !» reprit Churchill. Mulligan ignorait que le don oxfordien prenait la cuisine française en particulier et la France en général pour un symbole de l'enfer. Il avait cru, en commandant ce mets à Mrs. Pembroke, réjouir les gourmandises d'un Premier ministre ventripotent et d'un savant raffiné. Lord Bute comprit aussitôt à la moue de Tolkien que le sursaut de sa lèvre supérieure n'était pas seulement un des multiples tics manifestant cette étrangeté à lui-même que le poète ne maîtrisait pas, non plus qu'une aversion incontrôlée pour le chevreuil ou l'après culinaire. L'œil si britannique de l'homme de plume avait ricoché du butler à Churchill et s'était chargé au passage d'une hostilité évidente. Churchill était francophile, Churchill aimait les armes, Churchill était puissant. Quelle que fût la règle de self-control que Tolkien s'enjoignait à lui-même, il devait vivre ce moment comme une très grande épreuve. Churchill, patelin, semblait ne se rendre compte de rien. Or, il était vital que Tolkien se sentît bien. Cette soirée devait réussir. La première heure polie n'avait que retardé le moment inévitable qu'ils avaient en projet, du moins 2 d'entre eux. Tolkien, par un fait exprès, ignorait tout. La nuit promettait d'être blanche. Le dining room de Mount Stuart ne dérogeait pas à l'étrangeté générale.
On dînait entre les têtes de cerf et les peintures à fresques où s'étalaient les siècles de l'histoire. Churchill était bizarrement discret. Surtout, la chose eût pu paraître stupéfiante, la guerre n'avait pas encore été évoquée alors que le lendemain, à la première heure, il devait repartir pour un salut à la foule depuis Buckingham Palace. Cela, lui seul le savait. Il en avait même réservé la surprise à Bonham, son aide de camp. Mais Tolkien avait l'anarchisme anglais en devise. Quant aux deux autres, s'ils se donnaient parfois de pétillants sourires qui signifiaient une pudique complicité, ils étaient tendus. Ainsi, Mulligan, reprit Churchill en un écho urbain au premier bon mot de Tolkien, qui dévisageait ce pauvre chevreuil comme s'il avait été un foreigner. Vous nous venez d'Irlande? Pas tout à fait, répondit Mulligan, piégé. Mais quelle est donc votre origine? Churchill, qui selon son habitude allait l'appeler My Boy, se retint. Un étrange respect l'envahissait. Si ce n'est pas l'Irlande, si ce n'est pas l'Écosse, si ce n'est pas l'Angleterre, dit Tolkien nerveusement, il faut bien que ce soit quelque chose. Même le Commonwealth, Dieu sait que je n'y vois pas le paradis terrestre, n'est pas sans fin. Pour ma part, je suis né en Afrique du Sud, à Bloemfontein, si vous voulez le savoir. Il y a origine et origine, n'est-ce pas, votre seigneurie? Répondit Mulligan en jetant un coup d'œil clair et doux à Ian Bute. Pourquoi vous faut-il attribuer une origine à mon butler, monsieur Tolkien? Est-ce si important pour vous? S'il n'y a pas là d'importance, où y a-t-il de l'importance? Répliqua Tolkien avec impatience. Qu'a-t-il parmi les hommes, sinon des lieux, des temps et des langues? Faut-il pour autant que chaque homme soit au service des trois? Coupa Tolkien, décidément brutal et irrespectueux. La présence de Churchill en était la cause la plus nette. Si vous répondez non, nous n'avons plus rien à nous dire. Il eut le réflexe de mettre sa main dans la petite pochette de son gilet pour tapoter nerveusement sa montre de gousset. Hélas, il ne l'avait pas déplacée dans son cérémonieux habit. Son malaise fit un bond. Quant à Mulligan, bien involontairement, il avait par sa réponse précipité entre eux une disharmonie qu'il fallait conjurer coûte que coûte. Mieux que souscrire au projet de son maître, c'était lui qui l'avait initié. 15 jours plus tôt, au petit déjeuner, il avait étonné Lord Bute. « Votre seigneurie, puis-je vous dire un mot ?»« C'est bien la première fois que vous me faites l'honneur de me demander la parole, Mulligan. C'est moi qui vous poursuis de mes demandes. Voilà, il faut que vous fassiez entendre la musique de la 8e symphonie à deux hommes, à M. Tolkien et à M. Churchill. »« Quoi? Comment savez-vous qu'il y a une 8e symphonie? Je croyais l'avoir écrite en secret. » Mulligan ne parvenait pas à l'agacer, il riait. Il suffisait d'entendre le son de votre voix pour savoir que vous composiez, votre seigneurie, et de regarder dans vos yeux pour savoir que c'était la 8e. La faire entendre à Churchill et à Tolkien, vous êtes fous. Il venait de l'achever et ne pouvait songer à sa dernière œuvre sans un sursaut d'épouvante. Il ne savait pas ce qu'il avait produit là. En réalité, il n'y comprenait rien. Au moins, elle avait sonné le glas de sa production symphonique. Je vous ai choisi pour votre 7e et depuis, j'ai attendu la 8e. Choisi pour ma musique? La plupart des hommes croient que ce sont les canons et les bombes qui décident de leur destin. Nous savons que ce sont d'autres hommes et encore d'autres événements. Je ne comprends pas ce que vous racontez, Mulligan. Bon, mettons que je comprenne. Pourquoi Churchill et Tolkien? Parce que vous trois, vous désobéissez. Vous ne le savez pas, mais vous refusez un prêche. Vous n'imaginez pas comme ce que vous avez en commun est précieux et rare, votre seigneurie. Quand bien même vous énonceriez une vérité, qu'est-ce que cela change qu'ils écoutent un morceau de musique? Qu'est-ce que cela change à votre histoire de prêche? Le prêche dont je parle, votre seigneurie, n'a rien à voir avec la rhétorique de votre vicaire le dimanche matin. Il ne s'agit que d'y obéir quand on ne sait même pas l'entendre. Il donne le là, votre seigneurie. Il définit le sens des choses. Ce n'est guère plus compliqué que d'avoir composé une mélodie que tout le monde finira par chanter. Cet homme, si je comprends bien, votre prêcheur, est une sorte de Mozart? Pas le moins du monde. Il n'invente pas des mélodies qui vous soulèvent, mais des mélodies qui vous conduisent. Son œil fulgura d'un éclat d'ironie. En somme, c'est un rédacteur d'hymne national. Mon Dieu, un Elgar? Pire, Arnold Bax. Horresco referens. Dites-moi, mon bon, puisque vous êtes en train de vous payer ma tête et que je joue à votre jeu pour une raison qui m'échappe, qu'est-ce qui donne son autorité à votre mystérieux compositeur? Il était encore trop tôt pour que Mulligan révélât son secret. Il craignait son affadissement, alors qu'il tenait par-dessus tout à le faire découvrir à son maître et à ses hôtes dans toute sa violence. Il y a dans le monde un objet de plus, monseigneur. Tout ce qui vous étonne en moi vient de lui, mais si ce n'était qu'en moi, en vous-même aussi.
Voici très longtemps il a été volé, et depuis cet objet est en souffrance. Il est piégé dans une matière qui le ronge, tout doucement. Parfois je sens sa présence, et c'est le cas aujourd'hui. Cela signifie que son voleur en fait usage à nouveau. Il trame quelque chose. Un changement se prépare, et je crois, votre Seigneurie, qu'il est très profond et dangereux. Un changement? Quelque chose de politique? Rien d'aussi frivole. Un changement dans l'homme. Toute la tourbe du monde le répercutera bientôt. Si vous faites ce que je demande, vous aurez la chance de voir, comme les la dans le ventre de votre piano, sitôt que la touche d'un seul est frappée, toute la tourbe vibre en sympathie. La tourbe, dit Lord Bute rêveusement. Vous savez que nous avons une tourbière sur le domaine. Il se secoua. Vous vous moquez de moi. Vous me brodez un conte de fées pour une raison que... Alors, Mulligan lui offre son regard. Lord Bute y plonge et se sent emporté dans les siècles. Il sent des arbres et des plantes dans le vent. Soudain, un homme pâle et fragile, mais son image trop rapide est emportée. À sa place, un homme sombre, un homme d'ébène, un homme de tourbe et dans sa main, l'objet de plus. Mulligan, comme chacun des 70 hommes, a l'insigne qualité de donner à lire dans ses pensées par le regard. Il était encore trop tôt pour révéler son secret. Il craignait son affadissement alors qu'il tenait par-dessus tout à le faire découvrir à son maître et à ses hôtes dans toute sa violence. Il y a dans le monde un objet de plus, monseigneur. Pardon, excusez-moi, tout ça a déjà été imprimé. Voilà. Mulligan donne à chacun des 70 hommes à lire dans ses pensées par le regard. Chapitre 7, le dîner de l'Empire. On régresse. En l'an 999, les invités arrivent chez Fondenrose. Norden, 11 novembre 999, midi. Que l'empereur est jeune, songe Ahar. Il eut un bref sursaut d'inquiétude quand Elias entra dans la salle, fit un petit sourire en direction du prélat et du jeune noble, les 2 maîtres du monde étaient venus incognito, puis, saisissant un radis, le mangea avant de tourner les talons, sans omettre d'ouvrir la bouche et de mâcher bruyamment. Othon sourit gentiment. Quant au pape, il éclata de rire, aussitôt le garçon disparut. « Toi, Har, exactement toi, ta morgue et ton pétillement d'il y a 30 ans. Mon pauvre ami, si tu savais, il me dépasse tellement. » « Non, rugit Gerbert, toujours aussi vif. Je ne plaisante pas. Ce garçon est une énigme pour moi. Il est si distant, si aigu. Je ne suis pas à la hauteur. » « Toi, pas à la hauteur, s'étonna le pape, en regardant vers l'empereur qui semblait aussi troublé que son maître Sylvestre. Certains mystères de la création, décidément, nous échappent. « Vous avez de bien belles roses dans votre jardin, lança l'empereur à son hôte, moins pour faire valoir son autorité sur cette scène de camaraderie que parce qu'il avait été émerveillé par la beauté des fleurs. « Mon épouse les soigne, répondit Har avec un sourire affable. Elle me rappelle toujours que les roses viennent de Damas. Elle doit me prendre pour quelque orientale, mais il est vrai que je passe souvent de très longs moments à les regarder. Mais que voulez-vous de moi ?» reprit-il soudain, reposant le couteau dans l'assiette où un morceau d'oie fumait encore, puis essuyant ses 2 doigts maculés de jus et de quelques membranes de navet sur un carré de jute. Une réponse à une seule question. « Vous avez traversé toute l'Allemagne pour ça ? Nous sommes tous 2 venus de Rome pour cela. Nous voulons rebâtir l'empire de Charlemagne. Bien davantage en réalité, dit l'empereur d'une voix un peu tremblante, avec un regard furtif vers Sylvestre. « En quoi suis-je concerné » demanda Har doucement. « Bien sûr, en tant que sujet de l'Empire, je ne peux que m'en réjouir. Si l'Empire n'existait pas, oui, les hommes s'entre-dévoreraient vivants. » L'interrompit Gerbert. « Tu me l'as appris à Fès. Maître Abdoul, le savant algébriste, avait été surpris lui aussi. » Trop humain pour le comprendre, fit Har. Pour en comprendre l'amère qualité d'espérance. Othon était distancié, Sylvestre se concentrait. « N'est-ce pas déjà chose faite ?» poursuivit Har. « N'est-ce pas l'œuvre de votre père et de votre grand-père ?» dit-il en direction de l'empereur. « Quelque chose manque, » répondit celui-ci. « Tant de peuples, tant de langues qui s'entrechoquent, qui se souviennent aussi, n'est-ce pas, qui font tout ce qu'elles peuvent pour oublier. » « L'Église, dit Har. L'Église joue son rôle, évidemment. »« L'Église a une faiblesse, trancha Sylvestre sèchement. L'Église est trop juive.
Toi, Har, tu comprends ce que j'entends par là. Elle est trop anti-païenne, trop intellectuelle. Augustin, trop juif? En es-tu sûr, Gerbert? Pardonnez-moi, monseigneur le pape, en êtes-vous sûr? Trop juif pour ces Saxons, pour ces Germains. Ils ont encore leur Dieu dans le sang, ils ont encore les pierres magiques, les elfes, les arbres divins dans le sang. Ils ont encore Irminsul dans le sang, l'arbre adoré par les Saxons, par vos ancêtres, votre majesté, et que Charlemagne a abattu aussi efficacement que les Romains qui ont crucifié Jésus le Sauveur. Irminsul, vous vous rappelez, votre majesté? Oui, mon père, répondit Othon. Mes ancêtres, dont j'ai le sang vicié, ont été de bien furieux idolâtres. Et des fourbes, sire, des fourbes quand ils ont faim pour complaire aux Francs la conversion au Christ. Mais à fourbes ennemis, leurs traîtrises secrètes, leurs adorations cachées doivent être retournées contre les abominations qu'ils gardent dans le cœur. J'y veillerai. Le pape avait insensiblement baissé la voix, quoiqu'il eût accentué son articulation. Soudain, se retournant vers Har, « Ce n'est pas à toi que je vais conseiller de se promener dans la Saxe. Combien ton village compte-t-il de sorciers? Je ne vous le révélerai pas, votre sainteté. J'aime trop ma tranquillité et leur châtiment serait un massacre bien bruyant. Chez toi, je ne tuerai personne, pas même le diable. À lui aussi, tu donnes trop de fil à retordre. Tu es une sorte d'ange exterminateur à toi tout seul, je le sais bien. Je garde des stigmates de ton ironie. » Har eut un rictus. Il retrouvait là son ami Gerbert, capable de rire de tout. Rire et ambition. Seule comptait la gloire, celle de Dieu, naturellement. « Je vous croyais patient, rétorqua-t-il. Je croyais que vous vous disiez, cela passera, ils finiront par oublier leurs idoles. S'ils n'étaient qu'idolâtres. Il est facile dans le sable de l'Orient d'éradiquer des bosquets sacrés et de brûler des temples. Un feu de paille, un grand geste du bras y suffisent. Le sable se déplace sans mal et sans bruit. Mais ici, mon ami, la terre est lourde, humide, grasse. Certes pas là dans tes dunes, mais elles ne sont qu'une bande devant la mer. Toi, je le sais, tu es venu pour le sable. Mais dès que tu t'enfonces dans le pays, les choses s'alourdissent, gonflent, suintent. Ainsi en va-t-il de leur esprit. Ils ne sont pas aisément inflammables. Ils sont de lourdes plantes enracinées dans trop d'humus et dans trop d'eau, des païens aussi gras que profonds. Vous dites, tutoie-moi et appelle-moi Gerbert. Je te veux sans un soupçon de trouble. Tu dis que l'Église est faible, Gerbert. Où réside sa faiblesse? Pourquoi n'a-t-elle pas vaincu les païens? Ne te moque pas de moi, Har. Nous le savons parfaitement l'un et l'autre. L'Église ignore le monde et fait erreur en cela. Elle le méprise, corrigea Har. Pourtant elle aime les hommes, répondit Gerbert. Alors fais-lui aimer le monde, Gerbert, car tes païens croient l'aimer, eux. Donne à sa théologie la science des choses qui lui manque. Tu sais qui je suis, Har. Si cela n'est qu'à moi, tous les alcools de la pensée auraient pénétré dans les églises, mais ils ne supportent que la bière. Peu d'hommes interrogent comme toi, dit Har, quoiqu'il détestât complimenter. À Fès, nous avons beaucoup ri et beaucoup travaillé. Les Arabes ont dû en tirer leçon. Vous avez un grand esprit en Gerbert, votre majesté, ajouta-t-il en se tournant vers Othon. Il est la seule bonne chose qu'il m'ait été donné de connaître, acquiesça le jeune empereur, l'air déjà vieux et là. Donc, que veux-tu de moi? Je ne comprends pas ta question, Gerbert, dit Har. Je ne l'ai pas encore posée. Crois-tu que je viendrai pour des généralités? Tu m'as trop appris que seuls les détails comptent. Sylvestre se leva, prit les deux mains de l'empereur, le regarda avec amour afin d'obtenir son pardon, car ce qui suivrait serait chuchoté et ne parviendrait pas à ses oreilles. Puis il alla vers Har et murmura. « Te souviens-tu de la tête d'homme que j'avais sculptée dans la tourbe séchée? » « Oui. C'est ce que je t'avais raconté dans une lettre, n'est-ce pas, il y a 2 ans. T'avais-je indiqué où je l'avais trouvé? Tu l'avais omis. Je l'avais omis. Oui, c'est vrai. Je suis un homme prudent. Eh bien, sais-tu qu'elle me vaut déjà une légende de mon vivant? Je me demande bien qui a pu dévoiler mon secret. Ce n'est pas moi, dit Har. J'en suis certain, Har. Ils ne l'ont fait qu'en partie, car j'avais masqué mon secret d'un secret. Ils croient tous que la tête est de cuivre, mais c'est son masque qui est de cuivre, sa gaine. En tout cas, depuis ce jour, les hommes me prennent pour un dangereux mage qui dispose d'une tête parlante à son service. Note, c'est une vérité historique. La légende veut que le pape Sylvestre ait eu une tête parlante à sa disposition. Quant à l'histoire, c'est une légende qui a fini par parler.
L'empereur s'était doucement approché et il avait entendu. Il rit, mais à son rire se mêlait de la tristesse et un parfum d'inquiétude. Elle n'était pas sculptée, c'est la tête d'un cadavre. Elle appartenait à un homme qui s'était noyé dans une tourbière et qu'on avait enterré là. Il était devenu, tu te rends compte, un corps de tourbe. On m'avait montré ce corps, j'avais crié au sacrilège et j'avais exigé de l'enterrer moi-même. Mais sitôt les gens partis, je l'avais étudié. Je soupçonnais l'importance de cette découverte et j'avais gardé la tête qui m'était restée entre les mains. Une tête de tourbe, une tête où l'homme a cédé la place à la tourbe. Comprends-tu, mon ami? Quel mouvement contraire à celui qui anime les sphères. Qui sait? Les sphères ne suffiront pas à tout dire, Gerbert. Un jour viendra où Aristote sera pris en défaut. Note de bas de page. Lisez, lecteur, les langues occultes de la Renaissance de Pierre Béard, dont le tome 3e vous entretiendra aussi. Ce livre savant montre comment, au terme du Moyen-Âge assombri par la querelle des universaux, une divine surprise, initiée par quelques Italiens, crut pouvoir faire la paix entre les nominalistes et les réalistes, la cabale juive, vite christianisée, mais qui, par sa théorie des noms et des lettres, pouvait distribuer entre noms angéliques et réels et tous les autres irréels. Par un étrange mais crédible cheminement, le savant montre que par tâtonnements successifs, on passa des noms divins à leur géométrisation, jusqu'à ce que finalement un Copernic, versé dans cette étrange cabale, finit par y renoncer en cédant devant l'efficace, toujours lui, de l'expérience et des forces qui, pour agissantes qu'elles se découvraient, n'en perdaient pas moins leur nom angélique. C'est ce qu'on appelle le désenchantement du monde, soit la naissance de la physique moderne. Tu conclus notre conversation par où tu l'avais ouverte. C'est exactement ainsi que tu m'avais étonné la première fois, en me confiant ton sentiment sur les limites d'Aristote. Tu lui ressembles, murmura. Toutes les curiosités, tu es insatiable. Ma question, que dois-je faire? Seulement cette question. Non, je ne t'en dis pas assez. T'ai-je précisé qu'elle vit? La tête vit et parle. Comment parle-t-elle? Que dit-elle? Elle ne parle pas avec de l'air qui remonte du thorax, car il n'y a plus de thorax. Mais elle parle, je te le jure. Baissa la voix. Dis-moi davantage, Gerbert. Autant que tu pourras le supporter, ou moi. Cette chose me dévore. Je vis dans sa terreur depuis que je la possède. Elle me remplit de honte. Elle m'accuse, moi en particulier. Depuis que je suis le pape, je lis en elle. C'est atroce. Elle a beau être la tête d'un mort qui ne pourrit pas. Elle montre tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle vit dans ses yeux. N'est-ce pas une horrible chose? En elle, j'ai lu ce qu'il y avait à lire sur moi. Elle me reproche de vivre. Je suis coupable de sa souffrance car je commande à l'Église. Pardon, lecteur, pardon de m'interposer, c'est une petite note en italique, mais je pense au moment que j'écoute parler ce pape triste à ces photographies extraordinaires que le Suisse Ernst Scheidegger avait faites de Giacometti, dans une série de clichés qu'on peut dérouler comme un dessin animé. On voit dans les mains du sculpteur une petite tête, car si soucieux de la vérité du regard, le grand artiste n'était alors capable que de toutes petites choses, une petite tête d'homme, sérieuse et schématique, mais si humaine et si inquiète qu'elle m'arracherait presque les larmes. La pointe cruelle du sculpteur trace une ligne sur le front de la tête qui garde son air digne, une ligne de pensée. Ce pape, je l'imagine avec dans les mains cette tête réduite, implorante en même temps qu'elle est calme, sans doute parce qu'elle nous raconte plus notre malheur que le sien. Pensa que le discours de son ami était une parabole, le propos d'un fou ou un témoignage. Peu importait. Que cet homme d'exception fût si douloureux, il devait y être attentif et redoubler d'efforts pour le comprendre. Après une longue hésitation, elle est ici? Tu l'as apportée avec toi, cette tête? Non. Quel étrange discours, Gerbert. Comme tu as changé. J'ai hérité des siècles. J'ai hérité de la dynastie des papes. Et dans cet héritage, il me fut réservé de recevoir une connaissance dont on avait protégé mes prédécesseurs. Elle m'a frappé de plein fouet. Dis-moi ce que tu retiens encore, dit Haar. La tête n'a de cesse de me répéter dans la langue allemande « Ich sah die Sache mehr ». J'ai vu l'objet de plus. Et parfois elle me dit ceci « Der Freund sah die Sache mehr ». J'ai vu l'objet de plus, l'ami a vu l'objet de plus. Quand j'ai surmonté ma terreur et que j'ai demandé « Quel ami ?» j'ai su aussitôt qu'il s'agissait de toi. Herr s'alleva très vivement. À l'idée que Gerbert s'empara du bâton, alors que nul homme ne l'avait jamais désiré, ni même approché, et qu'il le savait, une horrible terreur l'envahit. Soudain, il remarqua dans l'encadrement de la porte
qu'Hermann, son fils, était caché et observait tout. Le pape le remarqua aussi. Mais que pouvait-il faire? Il était nu, en quelque sorte. Haar donna par prudence, par pusillanimité, par esprit de politique, le conseil qu'il n'aurait pas dû donner. Enterre cette tête, Gerbert. Oublie tes questions et tes inquiétudes. Rends-la à la tourbe d'où elle était venue et prie ton Dieu qu'elle ne fasse pas des petits. Comment Gerbert, même au plus haut de son génie, aurait-il pu vaincre son admiration et sa dépendance à l'égard de Haar et persister dans l'intuition si brûlante qui l'étreignait, celle du pouvoir immense que promettait cette tête, celle qui suppliait intérieurement de la conserver pour écouter ce qu'elle avait à dire. Le tranchant de la parole de Haar fut celui d'une hache. « Nous partons, votre majesté, dit-il sèchement. Nous partons aux Exonsteine. Nous avons un rituel à mener dans le trou laissé par la souche d'Irminsul. Nous allons rester chrétiens, puisque mon maître Haar nous y invite. » Quoi? Croyez-vous vraiment que le pape allait renoncer pour cette tête de tourbe qu'il possédait et qu'il accusait si durement à tout son pouvoir? Ou qu'il allait le jeter à bas? Et pourquoi encore? Pour quelque chose de mieux ou pour quelque chose de pire? Voilà les scrupules qui peuvent vous envahir, vous étouffer, ou du moins vous dominer pour excuser Haar après son déjeuner avec l'empereur et le pape. Car docile et confiant avec moi, vous vous sentez sans doute tenu d'excuser l'ange dont vous avez déjà oublié qu'il était un homme, et pour cause, il avait vu l'objet de plus, et une tête fossile le savait. Mais s'il avait répondu avec intelligence, il les aurait aidés à partir autrement qu'il n'était arrivé. Haar, je te fais chevalier de l'Empire, et sous le nom que tu dois à ton épouse, Haar von den Rose, rose aux rares épines et aux 13 pétales, dit l'empereur en refermant la porte derrière lui. Le jeune empereur avait bouleversé Haar, tant il avait lu en lui de nostalgie, mêlée comme un lierre étouffant dans sa grâce juvénile et princière. Quant à Haar le juif, il détenait le bâton, il détenait l'objet de plus, et il en mesurait, certes par la voie d'une atroce magie et d'un horrible paradoxe, les conséquences sur le pouvoir terrestre. L'obsession que cette abomination, cette tête, avait pour l'objet de pure beauté et de pure intelligence, que sa personne, pour indigne qu'elle fût, s'était vue confier, était une découverte insoutenable. Découvrait-il, Haar le juif, que le pouvoir s'intéresserait à l'intelligence et plus encore à ce qui la dépassait? Non, il ne le découvrait pas. Mais soudain, l'horreur de la chose lui était exposée comme une substantifique moelle. L'os du pouvoir était pourri comme un crâne dévoré par la tourbe. Voilà pour vous.